Nous allons maintenant lancer notre prochain panel de GSEA Canada. Wyatt Tessari-Lallier, fondateur et directeur général. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Je suis désolé si j'ai erré. Et donc, du laboratoire des médias sociaux, Anatoly Groust, professeur et chaire de recherche du Canada sur les technologies numériques de protection des renseignements personnels, laboratoire des médias sociaux, Université métropolitaine de Toronto. De Obvia, Nadia Nafi, professeur agrégé en technologie éducative à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, chercheur à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA, et donc du l'IA et du numérique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Les témoins font une déclaration préliminaire d'environ 5 minutes qui sera suivie d'une séance de questions-réponses avec les sénateurs. Je vais maintenant inviter M. Tessari-Lallier à faire sa déclaration préliminaire. Allez-y, monsieur. La parole est à vous. Je vous remercie de l'honneur de m'avoir invité. Gouvernance et sécurité de l'IA Canada est un organisme à but non lucratif, non partisan et une communauté de personnes à travers le pays. Notre point de départ est la question « Que pouvons-nous faire au Canada et à partir du Canada pour s'assurer que l'IA avancée soit sécuritaire et bénéfique pour tous ?» Depuis 2022, nous fournissons au gouvernement fédéral des recommandations de politique d'intérêt public tournées vers l'avenir, telles que nos soumissions au ministère de l'ISDE et au Conseil du Trésor, et notre témoignage au comité Hindu sur le projet de loi C-27. J'apporte aussi une expérience personnelle pertinente, étant diplômé en ingénierie et en cinéma, et ayant réalisé un long métrage et écrit un livre. Ce que j'espère contribuer au comité aujourd'hui est donc la vue d'ensemble, c'est-à-dire comment les impacts sur le secteur des technologies de l'information et des communications s'inscrivent-elles dans le contexte des défis de l'IA en général. Le mois dernier, dans le cadre de notre soumission au ministère de l'IA, dans le cadre des consultations, nous avons dévoilé notre livre blanc intitulé « Se préparer à la crise de l'IA, un plan pour le Canada ». Au fond, voici notre problème. Avec l'intelligence humaine qui reste inchangée et l'IA s'améliorant de jour en jour, nous nous dirigeons vers un monde dans lequel l'IA pourra nous surpasser. Y inclut la gestion d'entreprise, les soins aux personnes, la création de contenu, des domaines dans lesquels nous concevons un avantage. Les mises au point d'une IA de ce niveau est l'objectif explicite de sociétés telles qu'OpenAI, Google DeepMind et Alibaba. Donc, cela aura un impact important sur la société et les modèles génératifs que l'on connaît. Dans les industries créatives, il y a 3 implications. Premièrement, elle n'aura plus à s'entraîner sur des contenus humains. Les modèles actuels, qui doivent analyser des millions de livres ou de chansons pour être intelligibles, c'est une phase transitoire. Tout comme le cerveau humain, une IA plus intelligente sera capable d'apprendre à partir d'une quantité relativement faible de données et en arriver à des œuvres dramatiques et authentiques. La qualité, pour le deuxième élément, la qualité du contenu généré par l'IA dépassera largement celle produite par les humains. À l'heure actuelle, c'est pas le cas, mais c'est une phase de transition. Et bientôt, ce sera le contenu humain qui aura l'air simpliste. Troisièmement, nous voyons déjà des plateformes telles que Spotify et Amazon qui sont inondées de contenu généré par l'IA. Ce n'est qu'un début. D'ici peu, nous aurons d'un contenu de haute qualité personnalisé et peut-être 90% de ce que les Canadiens verront seront générés par l'IA. Ce ne sont que quelques-uns des impacts de l'IA, et puis cela mérite votre étude. Il est question aussi de sécurité publique, de défense nationale et d'emploi. C'est pourquoi un large éventail de personnalités inclut l'admiral Mike Mullen, le scientifique Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel, et l'ancien ministre du patrimoine, Pascal Saint-Onge, ont signé le mois dernier une déclaration appelant l'interdiction du développement de la superintelligence. Parce qu'il n'y aura peut-être pas d'adhésion forte de la part du public. Des entreprises telles qu'OpenAI prévoient de créer une IA plus intelligente que l'être humain d'ici 3 ans. On a peut-être tort, mais le gouvernement doit étudier immédiatement le cas. Nos recommandations sont les suivantes. Premièrement, pivoter pour faire face à la crise. L'étude de 2025 sur les impacts dans les industries créatives, c'est comme une étude de décembre 2019 sur le coronavirus de Wuhan. Vous tombez sur un signe avant-coureur, une industrie qui a été durement touchée par une première vague d'IA. L'important, c'est ce qui va se passer ensuite. Il n'est pas question d'une crise que l'on peut intégrer dans un programme existant ou délégué à un ministère. Il faut vraiment s'en occuper. Deuxièmement,
mener la réponse mondiale. L'IA est un phénomène mondial et les principaux laboratoires sont aux États-Unis et en Chine. Le Canada ne peut nous protéger des formes néfastes par des mesures nationales uniquement. On pourrait lancer des discussions mondiales et avoir une politique étrangère qui sera notre meilleur outil. Troisièmement, renforcer la résilience. Le fait que les industries créatives et médiatiques soient les premières touchées, eh bien, c'est une occasion de mettre à l'essai des mesures de soutien, d'adopter des mesures qui profitent à tous les Canadiens et qui seront adoptées à l'avenir de l'IA, comme l'étiquetage du contenu et la mise à l'essai d'un revenu de base. Quatrièmement, lancer un débat national. Les Canadiens méritent d'être informés, consultés sur une technologie bouleversante. Nous aurons besoin d'audiences publiques à l'échelle nationale pour informer et consulter la population. Dans cette brève allocution, j'espère vous avoir fait comprendre l'importance capitale de l'IA. Pour citer M. Carney, nous devrons faire des choses que nous n'aurions jamais imaginées auparavant, à une vitesse que nous ne pensions pas possible. Mettons-nous au travail. Merci beaucoup. J'invite maintenant le Dr Grootz à nous adresser la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Merci de m'avoir invité pour parler des défis qui nous attendent. Je m'appelle Anatoly Grootz, je suis titulaire d'une chaire de recherche du Canada et dans mes remarques, je vais parler à deux domaines clés. L'adoption de l'IA générative au Canada et ensuite son utilisation par des acteurs malveillants pour créer et diffuser de la désinformation. Cela reflète les recherches que j'ai menées avec mon collègue Philippe Maille et d'autres collaborateurs du Social Media Lab où nous étudions comment les contenus manipulés se propagent et comment les plateformes numériques façonnent l'opinion publique. Donc, pour la première question, quant à l'IA générative, vous l'aurez entendu lors du premier panel, la recherche des informations et la compréhension du monde sont affectées et leur intégration rapide et souvent non coordonnée dans les produits accélère leur adoption. Mais cela entraîne également de graves conséquences. Et j'aimerais partager quelques points forts de cette étude, l'état de l'utilisation d'IA. On a trouvé que environ 2 tiers avaient utilisé, mais seulement 38% des Canadiens se sentaient à l'aise pour l'utiliser. Et seulement 36% comprenaient les règles et l'éthique qui sous-tendent une utilisation responsable. Cela suggère un écart croissant entre l'ampleur de l'utilisation de ces outils et la préparation des gens à les utiliser en toute sécurité. Notre enquête révèle également que 67% des personnes interrogées craignent que l'IA générative puisse être utilisée pour manipuler les électeurs ou interférer avec les processus démocratiques. Environ 60% déclarent avoir moins confiance dans les informations politiques en ligne, par crainte qu'elles puissent être manipulées. Les Canadiens sont également très favorables à la réglementation. Une grande majorité, de 60, presque 80% en fait, estiment que les entreprises spécialisées devraient être tenues responsables lorsque leurs outils causent des dommages. Cette dernière statistique montre clairement une chose. La responsabilité devrait incomber aux entreprises qui développent, commercialisent et tirent profit des systèmes d'IA. Maintenant, sur la deuxième question, les mêmes caractéristiques qui rendent ces outils populaires les rendent également attrayants pour les acteurs malveillants. Donc l'IA peut cloner des voix, fabriquer des événements et usurper l'identité de responsables, ce qui rend plus difficile pour le public de savoir ce qui est réel. Des cas récents démontrent la gravité du problème. Donc tout récemment, des hauts fonctionnaires en Europe et aux États-Unis ont reçu des messages générés par l'IA qui prétendaient provenir du secrétaire d'État américain, M. Marc Rubio. Ces messages comprenaient des enregistrements audio-synthétiques, et cela montre à quel point il est facile pour les acteurs inconnus d'atteindre des hauts fonctionnaires à l'aide d'outils accessibles à presque tout le monde. Dans un autre exemple, des groupes tels que l'Institut pour le dialogue stratégique ont documenté un schéma similaire dans le cadre d'une opération liée à la Russie appelée Opération Overload ou Matryoshka, et cela comprenait des tactiques telles que l'utilisation de voix off fabriquées pour se faire passer pour des médias et des experts. Il était question de récits trompeurs sur les institutions occidentales et l'Ukraine. Ces exemples soulignent la nécessité d'une plus grande transparence. De nombreux systèmes d'IA intègrent déjà des références de contenu sous forme de filigrane et de métadonnées afin d'indiquer quand le contenu est synthétique. Des initiatives menées par l'industrie, telles que la Coalition pour l'authenticité et la provenance du contenu, qu'on appelle par son sigle C2PA, vous en entendrez davantage au futur, ont développé des références à cette fin, mais leur adoption reste faible. Même lorsque le contenu comporte ces signaux, les principales plateformes de réseaux sociaux les suppriment souvent ou ne les affichent pas après le téléchargement du contenu. Cela montre les limites de l'autorégulation. Les plateformes ont des conflits d'intérêts. Le contenu synthétique est peu coûteux à produire et souvent très attrayant.
et bien sûr ceux qui profitent aux modèles économiques basés sur l'économie de l'attention. La plupart des politiques sont également volontaires, appliquées de manière sélective et réversible. Le Canada devrait adopter une approche plus proactive en exigeant des fournisseurs de l'IA générative à haut risque à des grandes plateformes qui opèrent ici qu'ils prennent en charge, conservent et affichent des métadonnées d'authenticité standards. Cela est particulièrement important pour les contenus politiques et liés à l'actualité. Cela garantirait que les signaux de provenance soient appliqués au moment de la création du contenu et conservés au moment de la distribution. Le Canada doit également renforcer son système d'information, son écosystème d'information. Les Canadiens devraient avoir accès à des étiquettes claires et à des outils en ligne qui les aident à vérifier les médias synthétiques et à utiliser l'IA de façon responsable. Les fonctionnaires ont besoin d'une formation pour reconnaître et agir aux pourriels et aux tentatives d'usurpation d'identité générées par l'IA. Les Canadiens veulent une innovation responsable. Pour instaurer la confiance et réduire les préjudices, nous devons définir des attentes claires pour les entreprises d'IA et investir dans le renforcement des capacités dans l'ensemble de l'environnement informationnel. Merci. Je me réjouis de répondre à vos questions. Merci. Je vais maintenant inviter la professeure Nafi à offrir son allocution. Chers panélistes, je remercie le comité d'avoir invité notre observatoire, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, à témoigner. Aujourd'hui, dans toute l'histoire de l'humanité, nous sommes la société qui a le plus accès à l'information, mais aussi celle qui est la plus exposée au faux. En un clic, un contenu trompeur peut être diffusé à grande échelle. Pour comprendre cette tension, il est utile de distinguer deux usages de l'IA, l'IA prédictive et l'IA générative. L'IA prédictive anticipe des résultats à partir de données passées. Elle alimente des algorithmes de recommandation qui organisent la visibilité, crée des chambres d'écho et amplifie les biais. L'IA générative, désormais largement accessible, crée des textes, des images, des voix, des vidéos difficiles à distinguer du réel. Elle soutient les médias dans la production et la personnalisation des contenus, ainsi que l'accessibilité des services. Mais ces mêmes capacités, lorsqu'elles sont détournées, permettent de fabriquer des hypertrucages, de cloner des voix et de créer des identités synthétiques utilisées pour la désinformation. Les usages malveillants sont déjà là. Des contenus synthétiques servent à déshumaniser des groupes entiers, à minimiser des violences massives et à semer le doute sur des atrocités déjà documentées, y compris des génocides en cours, à inciter à la haine et à diffuser de la mésinformation sur les vaccins et la santé publique. En période électorale, des contenus synthétiques peuvent manipuler la perception du public à l'égard des candidates et des candidats et éroder la confiance dans l'intégrité du processus, tandis que les systèmes de recommandation amplifient ce qui retient l'attention et l'engagement, pas nécessairement ce qui est vrai. Le Forum économique mondial classe la mésinformation et la désinformation parmi les principaux risques mondiaux. Nous ne parlons plus de quelques fausses nouvelles, mais d'un écosystème de désinformation, de mésinformation et de sous-information stratégique qui inclut des campagnes d'ingérence informationnelle menées depuis l'étranger, ainsi que des hypertrucages pornographiques non consentis et une désinformation genrée qui cible principalement les femmes et les filles pour les discréditer et les faire taire dans l'espace public. Parallèlement apparaît le dividende du menteur, la possibilité de rejeter des preuves authentiques en les qualifiant de deepfake. Peu à peu, nous glissons vers une posture de zéro confiance qui fragilise le débat public, la confiance dans les institutions et la vie démocratique. Sur le plan juridique, le Canada ne dispose pas encore d'un cadre global pour l'IA générative et les responsabilités des plateformes et des fournisseurs d'outils restent mal définies. En droit d'auteur, seule une personne peut être reconnue comme auteur. Les contenus générés automatiquement ne sont pas protégés, mais peuvent porter atteinte aux droits d'autrui. Face à cela, les réponses restent surtout techniques. Développer des détecteurs, nécessaires mais insuffisants, car c'est un jeu du chat et de la souris. Il faut passer de repérer le faux à une stratégie qui permette aux citoyens et citoyennes de vérifier le vrai, en fait. Deux pistes complémentaires se dégagent. Première piste, des infrastructures de confiance et une régulation fondée sur les risques à l'échelle de l'écosystème. Il faut aller au-delà de la seule détection et mettre en place des standards de traçabilité et de provenance, comme la norme CEDOPA. Elle fonctionne comme une étiquette pour les médias numériques. Elle indique qui a produit un contenu, à quel moment et quelles modifications ont été apportées. Cela offre un signal d'authenticité et contribue à limiter le dividende du menteur. Mais la provenance ne suffit pas. Une désinformation par hypertrucage implique la personne ou le groupe qui crée le contenu, l'outil qui le génère et la plateforme qui le diffuse.
On ne peut pas faire reposer la responsabilité uniquement sur le groupe ciblé ou la victime, qu'il s'agisse d'une femme visée par un hypertrucage sexuel ou d'un électeur exposé à une campagne trompeuse. Il faut des obligations plus claires pour les plateformes de communication et pour les fournisseurs d'outils à haut risque en matière d'évaluation de risque, de transparence et de retrait rapide de contenus manifestement préjudiciables. Deuxième piste, bien sûr, l'éducation, l'agentivité numérique morale et une forme de sobriété morale du numérique. Il faut capaciter les citoyennes et les citoyens à rester éveillés, vigilants et éclairés dans leurs environnements informationnels, à utiliser l'IA pour renforcer nos capacités humaines plutôt que pour polluer cet écosystème. Concrètement, c'est la capacité de dire cette désinformation s'arrête chez moi, je ne la partage pas. Cela exige des investissements en éducation, en formation, dans les écoles, l'enseignement supérieur, les milieux de travail, les organisations communautaires. Il ne s'agit plus de promettre que chacun saura reconnaître le faux, parce que c'est une promesse qui crée un faux sentiment de confiance ou de sécurité, mais de renforcer le jugement, la capacité d'agir et la responsabilité partagée. Nous parlons beaucoup aussi de l'impact environnemental de l'IA. Il faut aussi parler de l'empreinte humaine de nos usages dans l'écosystème informationnel lorsqu'ils laissent derrière eux la peur, la honte, la perte de confiance et la déshumanisation. Au fond, il s'agit de faire en sorte que l'IA, dans le secteur des technologies de l'information et des communications, renforce la qualité de l'information, la confiance du public et la liberté de penser plutôt que de les fragiliser. Je vous remercie. Thank you, Professor Nafi. We'll now move on for questions. Merci, professeur Nafi. Nous allons maintenant passer aux questions et réponses. Nous allons commencer avec la sénatrice Lasco. Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques questions, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Monsieur Tessari-Lallier, vous avez parlé de superintelligence. Qu'est-ce que la superintelligence? C'est un système qui peut faire tout ce qu'un cerveau humain peut produire, mais plus rapidement et à un coût plus bas. C'est le but ultime de l'IA. L'idée, ce serait de créer un système qui peut imiter le cerveau humain. Tout ce qu'un cerveau humain peut faire pourrait être mieux fait par cela. Les incidences sur les emplois seraient systémiques. Ce serait la capacité d'être beaucoup plus concurrentiel qu'un humain. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut, faire la lessive ou laver nos vêtements ou parler à ma fille. Oui, donc la robotique, c'est la deuxième partie, c'est quelque chose de physique qui serait plus complexe à créer, mais le secteur de la robotique évolue aussi rapidement et des robots qui peuvent faire ce type de choses-là pourraient arriver dans une dizaine d'années. Ce serait un monde où tout ce qu'on peut faire pourrait être mieux fait par le synthétique et ça pourrait être un bon monde. Les meilleures œuvres d'art pourraient venir de l'IA. Les campagnes pourraient être mieux réussies par l'IA. Alors, à quoi sert ma vie? Oui, l'humain est toujours un consommateur. L'humain peut encore prendre des décisions, mais il n'y a pas de concurrence économique. Et toutes les décisions qu'on peut prendre pendant une journée, la meilleure chose à faire, ce serait de poser la question à l'IA. Bien sûr, c'est dans le cas où les logiciels seront bien construits. On se dirige vers cette direction. Je pense que je vais permettre à mes collègues de prendre le reste de mon temps. Merci, sénatrice. Maintenant, le sénateur Wilson. Merci. J'ai une question pour M. Tessari-Lallier. Dans vos observations, vous avez parlé de l'importance d'une approche pangouvernementale menée par le bureau du Premier ministre. Vous aimeriez avoir des règlements qui permettent de contrôler l'IA. Si nous adoptons une telle approche, comment pouvons-nous empêcher les acteurs malveillants de contourner cela? N'est-ce pas que ça crée un risque de plus? Si des acteurs malveillants créent des IA qui sont plus intelligentes que les humains, oui, si
Si le Canada décide de se désister de la recherche, cette recherche n'arrêtera pas. Il faut participer, c'est la seule option. Peu importe créer le meilleur système d'IA, l'utilisera pour créer un meilleur système d'IA et pour être plus concurrentiel. Alors, les options, c'est de contrôler l'IA ou de faire confiance aux entreprises pour le contrôle de l'IA. Les meilleures IA sont développées dans la Silicon Valley et en Chine. Alors, le Canada doit être là pour faciliter ces discussions, pour que les autres pays et la Chine se rendent compte que c'est dans leur intérêt de participer avec le Canada. Il y a des défis. Lorsqu'on parle des risques liés à l'IA, on veut tous appuyer l'être humain. C'est une énorme tâche, mais il y a un désir d'un dialogue international sur la question. Si cette collaboration internationale pourrait avoir lieu, il y aura tout de même des voix dissidence. Peut-être la Russie, par exemple, qui ne participera pas. Est-ce que ce serait très difficile pour ce type de pays de développer une superpuissance, une super intelligence artificielle? Oui, c'est un des défis clés de ce type de discussion. Il faudrait que tout le monde y participe. Tout le monde devrait travailler ensemble. Vladimir Poutine ne veut pas perdre le contrôle. Il ne veut pas voir des pertes d'emplois dans son pays. Si on crée un système qui est plus intelligent que nous, s'il y a un accident, s'il y a un mauvais usage de cet outil, on ne sait jamais si les gouvernements vont pouvoir reprendre le contrôle. Même si vous êtes le pire des dirigeants autoritaires, vous ne voulez pas perdre le contrôle contre ce type de système. Et voilà l'incitatif pour la collaboration. Merci, Monsieur le sénateur. Sénateur Lewis. Merci, Monsieur le Président. Notre dernier panel a parlé de la consultation. Vous y avez fait référence. D'autres témoins ont aussi participé à ce processus. Avez-vous été satisfait? Est-ce que c'était assez? Quels sont vos sentiments liés à ce processus? Pensez-vous que c'était une bonne chose pour communiquer avec le gouvernement? Merci, j'ai bien aimé que le processus a été rapide et qu'il a pu être conçu rapidement. Il y a beaucoup de différentes facettes à l'IA et nous nous concentrons sur le futur de l'IA, mais nous savons qu'il y a beaucoup de composantes à considérer et tout doit être pesé au même niveau pour développer la stratégie. C'est une bonne première étape, ce n'est pas assez. On s'inquiète au sujet des emplois, on s'inquiète au sujet de la mésinformation pour permettre à la population d'avoir le contrôle de leur avenir. Il faut se pencher sur la question. Je pense qu'il est important de permettre au public d'avoir une voix à donner. J'étais impressionnée par les 11 300 soumissions. Le Canada est bien placé pour ce type de consultation. Nous sommes assez stables. Nous avons un bel écosystème d'IA et on pourrait être à la tête de ce type de discussion internationale en matière d'IA. Des commentaires de Dr. Goods et de la professeure Nafi? Oui, j'aimerais participer à la conversation. J'ai entendu votre discussion lors du premier panel et je n'ai rien entendu de concret suite aux consultations. Les consultations, c'est quelque chose qui fait partie du processus, mais ce qui est plus important, c'est les décisions qui sont prises. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'opinions différentes, et oui, c'est ça lorsqu'on fait des consultations, mais j'aimerais qu'on parle de recherche excellente.
Oui, nous investissons des millions, mais par exemple, la France investit des milliards de dollars en recherche. J'aimerais aussi en apprendre plus sur la protection des Canadiens. Il y a eu de bonnes questions qui ont été posées, mais nous donnons ces données et on ne sait pas ce qui se passe avec ces données. Alors, j'aimerais voir des étapes claires suite aux consultations. Professeur Nafi, des commentaires? Qui m'a, en fait, je me suis focusée dessus, c'est toute la question des compétences et développement de compétences. Et puis aussi, on a parlé de scaling, mais c'était pas vraiment des actions concrètes, alors que, surtout dans les universités, on est en pleine réflexion autour de comment préparer nos travailleurs du futur. Donc ça, c'est un élément aussi qui était dans des discussions, mais on n'a pas vraiment reçu des réponses concrètes à propos de ça. Senator Lewis. Sénateur Lewis, nous pouvons passer à la sénatrice Simons. Merci beaucoup. Je vais rester loin des androïdes et de cet avenir pour me concentrer sur le présent. Professeur Gruntz et professeur Nafi, on dit des choses qui m'inquiètent. Nous n'avons aucune loi présentement qui nous protège contre la manipulation par l'IA. Lorsque C63 a été considéré pour la première fois, on ne parlait pas d'IA. Alors voici ma question. Quelles mesures législatives sont des possibilités à considérer? Peut-être un projet de loi sur les préjudices en ligne. Que peut être fait pour protéger les Canadiens contre la désinformation malicieuse? C'est une préoccupation majeure, vraiment majeure, parce que là, comme j'avais mentionné, on a accès vraiment à l'information de façon hyper rapide, et puis la manipulation avec si on prend l'IA générative, plus vraiment comme l'IA de prédiction, ainsi de suite, plus les biais cognitifs, parce qu'on sait que les mauvais acteurs travaillent aussi sur nos biais cognitifs, et puis ils targetent vraiment comme toute la personnalisation de la manipulation qui vient chercher des électeurs, ainsi de suite. Donc, tout ce travail-là est en train de se faire présentement. Il n'y a pas de limite. Une des initiatives qui est en train de se faire présentement, parce que je suis sur le comité, sur le groupe de travail avec la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, le CEST, on est en train de travailler sur l'intelligence artificielle et la démocratie, puis vraiment venir avec des propositions et puis des recommandations pour vraiment une approche et puis des recommandations dans le cadre électoral sur l'utilisation acceptée de l'intelligence artificielle, comment on a vraiment comme venir avec des limites de qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis pour limiter cette abuse de l'intelligence artificielle dans ces processus-là auxquels encore nos citoyens et citoyennes ne sont pas prêts à se défendre contre. Et puis, c'est pour cela, moi, je parle de l'éducation et puis vraiment venir capaciter nos citoyens et citoyennes parce que oui, on peut aller vers tout ce qui est électoral puis les réglementations et ainsi de suite, mais tout ça, ça prend énormément de temps pour mettre en place. Pendant ce temps, nos citoyens et citoyennes vont être victimes de cette manipulation-là. Donc, il faut vraiment travailler sur toute la question de la sensibilisation, mais aussi une forme d'agentivité de ces personnes. C'est pas juste, OK, je sais que ça existe, parce qu'en fait, et puis ça a été discuté dans l'autre panel, je crois que c'était vous qui l'a mentionné, qu'on est tellement habitué à voir du faux, qu'à un moment donné, on n'arrive plus à voir que c'est faux, et puis ça devient comme une pratique normale, c'est normalisé. Alors, on ne voit pas quand c'est manipulatif. Alors, c'est important de vraiment comme renforcer la sensibilité des personnes, de nos citoyens et citoyennes, mais aussi de développer cette agentivité où ça n'arrête pas juste, OK, moi j'ai vu la désinformation, la mésinformation, mais aussi je vais pouvoir informer ma communauté, je vais m'assurer que mon entourage sache que c'est du faux pour ne pas le disséminer encore. Vous avez raison. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais le commérage des humains était plus facile à contrôler.
La semaine dernière, Grok avait été programmé pour nous dire que Elon Musk était le meilleur dans tous les cas. Alors, la superintelligence m'inquiète un peu moins. Que pouvons-nous faire, en plus de l'éducation, pour protéger la population? Y a-t-il des mécanismes pour nous permettre d'arrêter ce type de contenu par l'IA? After Mr. Lallier. Go ahead, sir. So let's split this. Yeah, let's. Allez-y. On peut diviser l'enjeu en deux. Il y a le contenu qui est poussé chez les Canadiens et ensuite il y a le contexte électoral. Lorsque les Canadiens utilisent ces systèmes pour poser des questions par rapport au processus électoral, d'un côté, lorsqu'il y a du contenu qui est poussé sur les Canadiens, nous avons besoin de transparence. Un Canadien ou une Canadienne doit pouvoir voir une étiquette qui indique que le contenu a été créé en utilisant des outils d'intelligence artificielle. Du côté de la technologie, il n'y a pas d'obstacle pour l'ajout de ce type d'étiquette, mais les plateformes s'autorégulent et décident d'éliminer les étiquettes. X avait choisi de démontrer sur leur plateforme d'où venaient les utilisateurs et ensuite ils ont arrêté. Je ne veux pas complimenter X, mais c'est un bel exemple parce que ceci démontrait que certains comptes du type MAGA sur X venaient de l'Europe de l'Est. C'était une initiative d'une plateforme et ce type d'initiative peut disparaître rapidement. Et c'est pour cette raison qu'il faut contrôler. Il faut avoir certaines obligations pour les réseaux sociaux. Dans un contexte électoral, l'information générée par l'IA doit être identifiée. Et ensuite, lorsque les Canadiens posent des questions au clavardage de l'IA, c'est un autre enjeu. On ne peut pas vérifier les réponses qui sont données aux Canadiens. En tant que chercheur canadien, j'utilise un fonds de recherche pour m'abonner à ces différents systèmes d'intelligence artificielle pour voir les réponses qui sont données. Ils n'ont pas l'obligation de donner accès au centre de recherche à leur IA. Alors, c'est deux enjeux différents. Monsieur Lallier, pour arrêter cela, bien sûr, on ne peut pas empêcher à une personne dans un autre pays de créer des hypertrucages, mais on peut dire aux entreprises que s'ils veulent faire des affaires d'IA au Canada, il y a certains contrôles, certaines obligations. Mais c'est la meilleure manière de contrôler la situation. Puisque c'est ce qui m'intéresse aussi, je vais plus précisément parler de l'hypertrucage. Et je veux reprendre ce que vous avez dit, Madame Nafi, sur le fait qu'on ne peut pas laisser seulement aux consommateurs le soin de dénoncer qu'il y a un hypertrucage et de s'assurer qu'éventuellement, quelqu'un, quelque part dans une commission, oblige à enlever cet hypertrucage. Donc, au-delà de l'éducation, c'est très bien l'éducation, moi je crois beaucoup à l'éducation, mais pour l'instant, on a reçu les gens du ministère qui nous ont dit on n'est pas prêt, on réfléchit, on va peut-être éventuellement faire de la réglementation. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est urgent de faire comme réglementation à court terme pour que les consommateurs puissent voir qu'il s'agit d'hypertrucage ou non? Je sais il a été question à une époque de dire il faut obliger les plateformes à écrire « ceci n'est pas vrai ». Est-ce que c'est une voie à suivre? Et de toute façon, les mauvais joueurs n'utiliseront jamais ce sigle. Mais
qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire très concrètement pour aider les consommateurs? Et je pose cette question aussi à M. Grootz. Oui, merci beaucoup pour cette question-là. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, j'y vais. Comme vous le dites, on ne peut pas juste avoir les citoyens responsables, mais ça fait partie. Le truc, c'est que l'écosystème présentement de faux, et puis je ne veux pas être alarmiste, mais aujourd'hui, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On peut même faire du deepfake live. Donc, je peux être avec vous présentement, mais pas moi. Et puis, c'est en train de se passer aujourd'hui, et puis c'est très difficile de détecter ceci. Donc, on ne peut pas juste dépendre vraiment comme aux citoyens. C'est pour cela qu'on peut aller vers la C2PA, donc vraiment s'assurer qu'on sait la provenance de ces créations, ce contenu-là. Mais encore une fois, il peut être détourné. Et puis, est-ce qu'il est adopté? Donc, vraiment pousser pour cette adoption pour que les personnes, les consommateurs et puis les citoyens sachent d'où vient ce contenu, c'est quoi, comment, qu'est-ce qui a été modifié, ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Il y a Concrètement, plusieurs qui ont... Madame, comment on leur dirait concrètement que ce contenu est faux? Comment ça marcherait? Oui, avec le C2PA, qu'est-ce qui arrive? C'est comme une étiquette nutritionnelle. Comme quand on part au supermarché, on voit sur les différents produits, on peut tourner puis on peut voir c'est quoi les contenus d'un produit. C'est pareil pour les images, les vidéos, ainsi de suite. Donc, c'est comme un petit CR sur lequel on peut cliquer et puis on peut savoir exactement d'où vient ce contenu-là, à quelle date, ainsi de suite, qui l'a créé, ainsi de suite. Et puis, on le voit dans différentes comme plateforme présentement sur LinkedIn, par exemple, on le voit. Et puis, autre que ça, il y a les filigrammes, donc les watermarks qui sont invisibles, qui peuvent aussi faire partie de ceci, mais que le consommateur à œil nu, il ne va pas pouvoir le voir, mais en même temps, c'est d'obliger ces différents fournisseurs d'outils puis fournisseurs de plateformes de s'assurer d'ajouter ces éléments-là pour protéger les consommateurs, pour savoir que ça, c'est du vrai. Mais en même temps, c'est comme si on voit Sora, par exemple, quand elle s'est sortie, on voit le logo de Sora 2 qui est là. Mais est-ce que les malveillants, les personnes ne vont pas enlever cette partie-là? Ils vont l'enlever. Donc, je crois qu'avec les différentes technologies, il faut aussi des censures, être très strict, je crois, avec les différentes plateformes, les fournisseurs de ces outils-là, pour qu'on puisse protéger les consommateurs et puis les citoyens et les citoyennes. Grootz, très rapidement. Mr. Grootz, doctor, would you like to comment? So I absolutely agree. The labeling is the lowest hanging. Oui, l'étiquetage, c'est certainement quelque chose, on pourrait se servir des technologies, il faut s'en servir. Et on pourrait commencer avec les contenus qui sont sensibles, les politiques, les élections, la santé, les nouvelles. Ce n'est pas tout qui portera cette étiquette et des acteurs malveillants auront leur propre modèle pour le contourner, mais au moins, on va avoir couvert des grands pans de l'écosystème de l'IA. En même temps, il faut travailler avec la plateforme, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent utiliser des outils. Maintenant, des contenus assez sensibles peuvent être utilisés et les utiliser dans leur communication. Donc, quand quelqu'un essaie d'usurper l'identité un sénateur, la plateforme devrait dire « Attendez, que vous faites, vous? Vous n'êtes pas supposé faire cela. » Parce que la plupart des utilisateurs entrent dans ces grandes plateformes de Google ou de Microsoft. Et si vous couvrez ces grands joueurs, c'est la plupart du marché qui sera couvert par la suite. Donc, allons au sénateur Cormier. Mes questions allaient tout à fait dans la direction de la sénatrice Wildesheim, mais je vais peut-être m'adresser à vous, Monsieur Tessari-Lallier, puisque vous avez parlé que vous étiez aussi du domaine du cinéma. Oui, oui. Ouais. En fait, bon, mes questions touchent à... Le grand défi qu'on a, c'est distinguer le vrai du faux et de protéger le droit d'auteur pour les créateurs et s'assurer de ne pas donner de redevances aux faux auteurs qui ont créé des produits synthétiques. En fait, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là si on avait à réglementer dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui, à votre avis, devraient être nos critères prioritaires pour bien distinguer, puisque dans le domaine du cinéma, on utilise l'intelligence artificielle, évidemment. Comment distinguer le vrai du faux dans la production cinématographique et comment l'identifier?
donc c'est une question très difficile parce que justement, une personne avec un outil performant peut créer un long métrage tout seul. Est-ce que c'est une œuvre humaine ou de l'IA? Je ne prétends pas avoir la réponse exacte pour ça, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être étudié et rapidement parce que c'est déjà un problème. Certainement, donc je suis d'accord avec la décision du CRTC de ne pas reconnaître le contenu IA comme étant canadien. Je pense que oui, on s'en va dans un monde où la majorité du contenu sera créé par l'IA parce que c'est plus facile de le faire. Donc je pense que les réglementations qu'on a à mettre en place vont être oui, plutôt protéger l'humain qu'essayer de réglementer l'IA. Je garde. Voilà, ouais. En fait, ma question, c'est aussi, est-ce que vous avez l'impression qu'on se destine vers une destination où la question du droit d'auteur, carrément, serait remise en question dans sa définition traditionnelle? Et je dis ça en pensant aux bénéfices et aux défis pour les artistes créateurs. Oui, absolument. Donc, en termes de protéger l'œuvre humaine, par exemple, on a déjà une loi sur les droits d'auteur, on peut la mettre en place, elle est déjà bonne telle qu'elle est. On peut ajouter, par exemple, des clauses par rapport à protéger l'apparence d'un acteur, l'apparence d'un individu comme appartenant à ses droits. Mais oui, dans l'ensemble, je pense le monde vers lequel on s'en va, c'est un monde où il y aura de l'art, il y aura la création humaine, mais ce ne sera pas vraiment un modèle d'affaires. Ce sera pas vraiment, il n'y aura pas de l'industrie autant que telle, parce que un humain avec une outil d'IA pourra faire un long métrage. Donc, c'est vraiment dur à essayer d'imaginer ce qui va se passer, parce que on est déjà dans un monde, on est en période de transition, oui, donc j'ai plus de questions que de réponses, malheureusement. C'est des questions très... Je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais peut-être, Madame Nafi, je sais que votre collègue Dave Antil, quand il a comparu à Patrimoine canadien, a aussi, au comité de patrimoine du patrimoine de la Chambre des communes, a aussi parlé de cette question d'étiquetage-là, et il disait, ce serait facile, rapidement, de faire une réglementation. Qu'est-ce qu'elle contiendrait, à votre point de vue, cette réglementation-là, si on pouvait facilement la mettre en place? Vous avez peut-être déjà répondu à ça, là, mais... Oui, en fait, c'est une technologie que les plateformes pourraient avoir déjà dans leurs produits, comme par exemple, on ouvre Photoshop et puis on peut juste cliquer sur un petit bouton et puis la création va automatiquement avoir ces informations insérées dans la création. Donc, l'important, c'est que les différentes plateformes et puis les outils acceptent vraiment de l'adopter. C'est pour cela qu'il faut l'imposer. Mais techniquement parlant, c'est facile de le faire. Et puis déjà là, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de plateformes qui l'ont déjà adopté. Donc, il faut vraiment comme pousser sur ceci. Merci, M. Si, oui, Madame. Oui, juste si c'est possible, parce que là, vos questions étaient super intéressantes. Et puis, je voulais juste, est-ce que je peux ajouter quelques éléments? Parce que vous avez posé la question concernant comment vraiment dire aux personnes comment repérer le vrai et le faux. Et puis ça, c'est une question, c'est pour cela, je crois que mon collègue aussi, il a plus de questions que des réponses. Et puis c'est pour cela que moi, je parle beaucoup d'avoir le sens, le faux sens de sécurité, parce que aujourd'hui, si on dit à la personne, attention, faites attention à comment les lèvres bougent, ou bien comment si on bouge un peu la tête, il va avoir un glitch. Demain, la technologie est en train d'avancer. Donc, on ne peut pas donner des tips vraiment fait X, Y et Z pour déterminer que ça, c'est vrai ou ça, c'est faux, parce que la technologie est en train d'évoluer tellement rapidement que c'est dangereux, en fait, de donner cette liste de recommandations de vraiment comment s'assurer. Donc, ça, c'est un danger énorme. Merci. Sénateur Aucoin. Merci. Bref. Mais, Madame Nafi, je ne sais pas par où commencer, dans le sens que la technologie avance tellement vite, il y a tellement de misinformation et de désinformation, et on a entendu les gens du gouvernement juste avant. Est-ce que, c'est réaliste de penser qu'on va pouvoir réglementer aussi vite ou assez vite pour tenir tête à la technologie? Et
qu'est-ce qui nous fait croire que ces compagnies-là à l'extérieur du Canada, ces grosses entreprises-là, vont être d'accord d'être réglementées, comme par exemple, on a eu le cas de Netflix et d'une taxation. Qu'est-ce qui nous fait croire que c'est possible? Et ces technologies-là vont continuer de progresser. Je voudrais vous entendre là-dessus. Absolument. Et puis, c'est pas réaliste. Et puis, je suis 100% d'accord avec vous. C'est pour cela, et puis dans notre travail, on focus sur l'humain. Parce que le temps que les lois sortent, les règlements sortent, la technologie change, tout ce qui doit être adopté soit adopté. Pendant ce temps, nous, les humains, sommes des victimes. Et puis là, moi, je vous ai parlé de la mésinformation, de la désinformation, mais aussi il y a la cyberfraude. Il y a vraiment beaucoup de cas. Il y a des personnes aînées qui sont en train de recevoir des appels de détresse de leurs petits-fils, petits-filles en disant que j'ai besoin d'argent. Et puis les personnes aînées sont en train de courir pour aller payer l'argent à des personnes malveillantes. Donc, en fait, quand je parle de l'humain, c'est que ça fait, je peux vous dire, là, plusieurs mois que je rencontre à chaque semaine des groupes de différents contextes, de différents ministères, et puis je réalise de plus en plus que les personnes ne savent pas que on est vraiment face à ce danger-là qui est énorme. L'enjeu aujourd'hui n'est pas, comment dirais-je, les personnes ne le réalisent pas vraiment. Donc, une première étape, et puis ça fait partie de nos travaux, c'est de déjà informer les citoyens et citoyennes que cette technologie existe, qu'on est en train de vivre dans cet écosystème. Déjà là, les immuniser d'une certaine façon. C'est comme la COVID, si vous voulez. Quand on donne des vaccins, au début, on s'assure que, OK, quand on va être exposé à cette fausseté, au moins, on est conscient que ça existe. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens et citoyennes, pas tout le monde sait que ça existe. On reçoit plein de messages et puis de vidéos sur WhatsApp et autres, de choses qui sont vraiment comme on les partage sans savoir que la technologie existe. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que la réglementation, oui, on n'a pas le choix, on a vraiment besoin d'aller dans cette direction. Pour imposer sur les plateformes, on a besoin de le faire, mais on ne peut pas, pour les citoyens, juste attendre. Et puis, quand je parle de l'investissement en éducation dans tous les niveaux, dans tous les contextes, je vous parle des petits, là, de l'école, jusqu'à personne aînée, dans tous les contextes de travail, parce que la mésinformation, la désinformation est en train d'attaquer chacun des secteurs. Donc, quand on parle de l'IA dans les différents secteurs, c'est pas juste comment c'est en train de travailler sur nos compétences et puis prendre notre travail. Il y a des attaques de cyberfraude et puis vraiment des attaques de mésinformation, des informations qui est en train de vraiment compromettre notre économie et ainsi de suite. Donc, dans chacun, que ce soit en santé, juste pour vous donner un exemple très rapide, le CHUM, c'est le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, je connais parce que je travaille avec eux autres, il vient de sortir une initiative qui s'appelle « Ma santé éclairée ». Pourquoi? Parce que les patientes sont avec la pénurie de médecins, sont en train d'aller chercher leur information sur TikTok, et ainsi de suite. Donc, ils sont mal informés. Et puis, ils viennent chez les médecins avec vraiment une conception qui est erronée. Donc, avec Ma santé éclairée, on est en train de travailler sur la question de désinformation, mésinformation qui est en train de se passer. Et puis, tout le monde, on est tous patients, patientes qui ont besoin d'informations. Donc, on a vraiment besoin de réfléchir. On a la réglementation, mais on a vraiment besoin d'investir dans la capacitation de nos citoyens et citoyennes parce que présentement, on ne peut plus attendre. Merci. Merci. Senator Mohammed. Oh, I'm sorry. Excuse me. Oui, c'est un vrai problème. Et donc, en termes de solutions, politique étrangère, parce que si le Canada dit à Google, faites quelque chose, ils vont nous ignorer. Si on crée une coalition avec l'Europe, avec l'Amérique latine, et qu'on arrive à Google en tant que coalition multinationale, ils vont nous écouter plus. Et deuxièmement, si ça prend beaucoup de temps pour mettre en place une loi, il faut penser où sera l'IA dans 2, 3, 5 ans. Et donc, il faut à la fois donc, commencer avec l'éducation pour le moment, mais à long terme, il faut penser où sera l'IA dans 5 ans. Et c'est là où la superintelligence et tout le reste, il faut faire attention. Merci, Senator. Senator Mohammed. I have so many questions. Je ne sais pas trop où commencer. Je vais utiliser mon temps de façon sage. Donc, d'une part, nous entendons beaucoup parler de l'importance de la littératie, de la familiarité, je pense aux nouveaux arrivants, aux âgés, et à quel point c'est difficile. Et d'autre part, comment dissuader les gens de l'agir de façon malveillante? Parfois, c'est le code criminel. Si vous faites A, par exemple, le crime haineux est un bon exemple. Si c'est un crime haineux, vous avez des sanctions supplémentaires. Et je suis peut-être naïve, et nous sommes dans les étapes préliminaires de notre dialogue, mais y a-t-il quelqu'un qui pourrait réagir à l'idée, à savoir, si vous êtes responsable de fraude avec l'IA,
Y a-t-il un mérite? Est-ce que ce serait dissuasif d'aborder en vertu du code criminel? Est-ce qu'on pourrait ajouter une peine plus lourde? Je ne sais pas si je suis naïf à cet égard, mais je pense que quelle serait l'efficacité de la dissuasion, étant donné que c'est déjà là, que c'est partout et que c'est vraiment épeurant? Quiconque pourrait répondre, moi, j'aimerais avoir de l'aide pour réfléchir. Je pourrais proposer quelque chose, Madame la sénatrice. Au fond, je pense que la responsabilité devrait être avec les entreprises qui développent et déploient les systèmes d'IA. Donc, c'est la responsabilité qui n'est pas nécessairement celle des individus. Donc, je ne serais pas pour la responsabilité individuelle nécessairement. Quels sont les outils? Peut-être pas au Canada. Donc, une plus grande responsabilité criminelle dans l'Europe de l'Est, cela ne pourrait pas aider les Canadiens. Pas nécessairement. Donc, votre meilleure garantie, c'est de mettre la responsabilité sur l'entreprise d'IA, là où elle doit être, surtout pour les préjudices causés potentiellement aux Canadiens. Question. Je ne suis pas contre l'idée, mais en plus de mettre la responsabilité, est-ce qu'on peut agir ailleurs? Je comprends que parfois c'est mondial, on ne peut pas toujours dire que ça vient du Canada, mais est-ce qu'on peut agir quand même ici? Je suis 100% d'accord avec vous parce que c'est ça, il y a des, comment dirais-je, des attaques qui se font chez nous et puis juste à penser aux jeunes dans les écoles qui prennent des deep nudes de leurs camarades, OK? Ça doit être vraiment comme interdit. Si on parle des personnes qui sont peut-être chez nous, qui sont en train de frauder des personnes aînées, ou bien la désinformation contre les femmes, ainsi de suite. Donc, je crois qu'il faut, si on arrive à détecter, parce qu'aujourd'hui, dans notre code criminel, on n'a même pas la cybercriminalité, elle n'existe pas. Donc, tout ce qui est en train de se faire, on prend d'autres codes dans le code criminel pour aller chercher ces différents actes qui sont en train de vraiment comment dirais-je, mobiliser la cyber pour le faire. Donc, il doit y avoir une révision pour notre code criminel pour vraiment s'adapter à notre ère, aux différentes technologies qui est en train d'être mises en place et puis elle est accessible à tout le monde. Et puis, juste pour vous donner un exemple très, très, très banal, quand on parle de monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment, il y a une maman qui a décidé de faire un deepfake des rivales de ses, des amis, pas des amis, de l'équipe de sa fille, des Pom-Pom Girls. Et puis, elle a créé tout un deepfake de ces filles-là pour ruiner leur réputation. Mais c'est une maman qui a fait ça pour que sa fille puisse avoir une place dans l'équipe de Pom-Pom Girls. Et puis ça, je ne vous parle pas de ce cas aujourd'hui, ça s'est passé il y a plusieurs années. Donc, imaginez, là, OK, mais ça doit arrêter. Les personnes doivent savoir que si elles vont avancer avec ces actions malveillantes, elles vont être punies d'une certaine façon dans notre code criminel. Donc, je crois qu'il faut absolument prendre en considération les différents cas qui sont en train de se poser et puis vraiment s'assurer que des personnes comment dirais-je, ne pensent pas à utiliser ces outils-là pour nuire à d'autres personnes. Et puis l'impact, et puis même là, on parle de quelqu'un qui va faire du mal. Je ne sais pas si vous avez vu passer le AI Homeless Prank. Donc, c'est vraiment des jeunes qui ont pris des photos ils ont mis des personnes homeless dans leur salon et puis ils ont envoyé ça à leurs parents. Et puis les parents qui étaient en vacances, qui étaient alarmés, OK, alors qui ont dû appeler la police est mobilisée. Et puis à la fin, c'était juste un prank. Mais nos jeunes n'étaient pas conscients. Et puis après, c'est devenu un trend sur TikTok. Donc les jeunes n'étaient même pas conscients qu'en faisant ces actes-là, même si ce sont des farces, sont en train de vraiment comme causer du harm. Ils sont en train de déshumaniser des personnes vulnérables. Ils sont en train de mobiliser des ressources qu'on a. Donc, il y a toute cette réflexion-là qui doivent être prises en considération dans vos planifications. Commentaire final. You have about 30 seconds. Okay, sure. Just to add the point that enforcement is a big piece. Juste ajouter le fait que bien sûr, la mise en œuvre est essentielle, mais elle doit aussi être appliquée. Nous avons besoin des talents. Nous avons besoin d'une équipe. Il doit y avoir une surveillance de l'usage. C'est quelque chose qui doit être appliqué, mais c'est un énorme défi.
Nous sommes maintenant arrivés à la fin de la séance. Je tiens à remercier les témoins pour leur présence aujourd'hui. C'est grandement apprécié. Le sujet est en développement et nous sommes qu'au début de notre étude. Je tiens à informer nos témoins que s'ils doivent fournir des réponses écrites supplémentaires, veuillez nous les faire parvenir d'ici le 9 décembre. Avant de fermer la réunion, j'aimerais remercier toute l'équipe de soutien, ceux et celles dans la pièce et ceux et celles dans l'arrière-scène qu'on ne voit pas. Merci pour votre travail qui contribue énormément au succès de notre travail comme sénateur. La séance est levée.